Bonjour. Bonjour, aujourd'hui je suis seul parce qu'Emmanuel est reparti. Nous avons travaillé beaucoup et il a dû repartir. Nous n'avons pas eu le temps de faire une vidéo et je voulais quand même aujourd'hui vous parler, et d'autant que cette vidéo pour moi est symbolique. Elle est symbolique parce qu'elle est une espèce d'appel qui se justifie. Alors je m'explique. Nous sommes issus d'une nation qui a été obligée en 1789 de faire une révolution tant elle était exploitée par ceux qui avaient pris le pouvoir quelques siècles avant. Et nous sommes aujourd'hui un petit peu dans la même configuration. Tout le travail qui avait été fait par nos prédécesseurs pour acquérir leur liberté, avec beaucoup de difficultés et de violences, est en grande partie perdu aujourd'hui. Alors, on va se rappeler rapidement, lorsque nos ancêtres ont réagi pour avoir la liberté, ils ont fait un écrit fondamental qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme. Dans cet écrit fondamental, il y a deux articles qui vont particulièrement nous intéresser dans le cadre de ce blog. C'est l'article 13 qui dit ceci: pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. C'est donc ici la création de l'impôt, dont la justification est les besoins de l'État, et strictement les besoins de l'État et de son administration, pour la défense, et donc pour la justice, qui va avec la défense, puisqu'il s'agit de la défense des individus. L'article 14 dit ceci: tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Bien. C'est-à-dire que cet impôt est sous surveillance. Nos ancêtres, le jour où ils ont réalisé cette déclaration, se sont dit: un impôt certes, il en faut un, mais on ne va pas faire comme c'était jusqu'à présent, on va éviter que ce soit ceux qui dépensent qui le lèvent, sans que nous ayons aucune possibilité de le contrôler. Bien, donc cette déclaration a été, je dirais, reconnue comme une pensée de qualité dans le monde entier. Le temps a passé et en 1945, au sortir de la guerre, où l'Occident s'était ruiné, puisque la guerre de 1945, qui a fait suite à celle de 1914, a ruiné d'une manière considérable toute la partie du monde dont nous faisons partie, c'est-à-dire tout ce que l'on appelle l'Occident, qui s'était, par son travail, par son labeur, grandement enrichi dans les siècles précédents. Donc l'industrialisation et le libéralisme qui avaient enrichi jusqu'à la guerre de 14 le monde européen et ensuite par contre-coup le monde des États-Unis, s'est ruiné dans deux guerres. La guerre de 14 et la guerre de 40, complètement ruinée. Au sortir de la guerre de 40, donc cette partie du monde, qui avait quand même toujours un pouvoir moral, a de nouveau éprouvé le besoin, après ces deux grandes secousses, de faire une déclaration. Alors c'est la déclaration des droits de l'homme de 1948. Au moment de cette déclaration, il y a les signataires sont 58 pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ça représente 200 pays environ. À l'époque, 58 pays, dont la France. Alors, on va trouver dans cette déclaration un élément clé qu'il y avait déjà dans la précédente, qui était l'article 17. Dans la précédente déclaration, l'article 17 disait: la propriété est un droit inviolable et sacré, et nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est-à-dire que en 1789, les hommes avaient compris qu'en réalité, s'ils voulaient avoir leur liberté, il fallait qu'ils aient leur liberté économique, et que la liberté économique passe par la propriété privée, puisque la liberté économique, c'est l'échange, la capacité d'échanger librement, et pour ça, il faut être propriétaire. Donc la propriété privée était l'élément clé, le socle, si l'on veut, de 1789. Donc cet élément clé est repris quand même en 1948. On récupère l'article 17 qui dit
dans la nouvelle déclaration des droits de l'homme, l'article 17 dit « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » Voilà. Donc sur ce point, nous retrouvons la même intention. Donc on peut dire qu'en 1948, il n'est pas question de remettre en cause le système que l'on appelle libéral, c'est-à-dire le système qui consiste à avoir une économie accessible à tous, une économie libre, assise sur le droit de la propriété. Mais, à cette époque, on voit disparaître l'article 13 et l'article 14, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de l'impôt, il n'est plus question du motif pour lequel il est levé, il n'est plus question de son justificatif et il n'est plus question non plus du droit à le surveiller. Alors ça s'explique parce qu'à l'époque, les États sont ruinés, totalement ruinés. Au sortir des deux guerres, les États sont exsangues, il n'y a plus d'argent public. Donc la chose est passée sous silence. Par contre, en même temps que ces États sont ruinés, on voit arriver des engagements pris par ces États qui sont extrêmement simples. On a l'article 22, droit à la sécurité, l'article 23, droit au travail, l'article 24, droit au repos, l'article 25, droit à un niveau de vie suffisant, et l'article 26, droit à l'éducation, et l'article 27, droit à la vie culturelle. C'est-à-dire qu'en 1948, on crée des droits, mais on n'imagine pas comment on va les payer. On n'imagine pas, ces droits sont parfaitement légitimes, il n'est pas question de les remettre en question, mais il y a un coût à la sortie, et 1948, on ne parle pas d'argent. Entre gens bien, entre gens de qualité, on ne parle pas d'argent. Et donc on rentre dans un monde, et on a donc signé là le début de l'intervention de l'État dans la vie privée, puisque pour pouvoir permettre à chacun d'obtenir ses nouveaux droits, il va bien falloir que l'État s'en mêle. Bon. Donc l'État va commencer à devenir le prescripteur et l'animateur de tous ces droits. Et donc il va lui falloir des moyens absolument énormes pour ça. Et donc on va commencer la ronde des impositions qui vont aller croissant constamment jusqu'à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est en contradiction complète avec les engagements initiaux pris pour la liberté, que l'on appelle l'époque des Lumières, c'est-à-dire les droits essentiels de la propriété qui ne sont amputés que et exclusivement pour défendre la collectivité, le reste étant affaire de privé, donc étant affaire individuelle. Donc aujourd'hui, et c'est l'objet de mon appel, aujourd'hui nous sommes dans une situation où, qui n'est pas acceptable parce que l'imposition n'est plus un impôt au bénéfice de l'utilité du groupe, mais l'imposition est devenue un transfert, c'est-à-dire un transfert de capital. C'est-à-dire que l'impôt est devenu le moyen de transférer le capital de ceux qui l'ont au bénéfice de ceux qui ne l'ont pas. Ce transfert est quelque chose qui n'est, on appelle ça un transfert de capital, en réalité, comme il n'est pas voulu, c'est donc un vol, c'est un prélèvement, c'est un pillage en ce qui concerne le capital. Il en est de même en ce qui concerne la propriété privée. La propriété privée, qui a été l'élément essentiel de la liberté en 1789, qui reste l'élément essentiel de la liberté en 1948, la propriété privée aujourd'hui n'existe plus. Elle a été transférée, exactement comme pour l'impôt et pour le capital, elle a été transférée entre les mains de la collectivité à coup de plan d'urbanisme, à coup de division de la propriété, à coup de... constamment, la propriété privée aujourd'hui n'existe pratiquement plus. Vous avez un bien quel qu'il soit, vous ne pouvez plus rien en faire sans l'aval de la collectivité. Donc on se retrouve aujourd'hui avec les deux éléments principaux de la liberté qui sont, du moins la liberté telle qu'elle est vécue en 1789 par des gens qui sont autorisés à en parler parce qu'ils sont esclaves depuis des siècles. Donc au moment où ces gens atteignent la liberté, ils disent les deux éléments essentiels de la liberté sont la possibilité de gagner sa vie et la propriété privée. Et
que l'État ne puisse jamais prélever sur ce que nous gagnons plus que pour défendre la collectivité. Aujourd'hui, après le massacre des 2 dernières guerres, l'Occident a abandonné les Lumières et rentre dans un espace donc complètement différent où l'État est devenu le moyen de transférer la liberté des individus, puisque le capital que chacun gagne et la propriété qu'il acquiert est sa liberté. Donc à partir du moment où l'on vous prélève votre liberté, où on vous prélève votre capital, où on prélève votre propriété, on fait un transfert de votre liberté. C'est-à-dire qu'on fait un transfert de votre travail, on fait un transfert de ce que vous avez fait pour le donner à d'autres au motif qu'ils auraient eu probablement moins de chance, moins de prédisposition et qu'ils ont parfaitement le droit, on l'a vu, de s'amuser, de prendre du repos, enfin d'être cultivé, d'être éduqué, etc. Le tout sans avoir rien à faire, puisque sans avoir de peine à prendre, puisque les moyens de leur permettre cela va être prélevé par un transfert fiscal et un transfert de la propriété. Donc on va vous piller fiscalement dans votre capital et on va vous piller dans l'économie de votre capital qui est votre propriété et on va faire donc un transfert qui en fait se résume à un vol. Donc aujourd'hui, je pense qu'objectivement, on peut lancer un appel en disant non, on ne peut pas accepter ce transfert, on ne peut pas accepter ce pillage, ça n'est pas possible. Alors, et en même temps, on ne peut pas fuir, parce que certains ont la chance de pouvoir partir, mais tout le monde ne peut pas partir, et donc on est bien obligé de résister. Et je pense que je n'ai pas connaissance, parmi les articles que je lis, les informations que j'ai, je n'ai pas connaissance de qui que ce soit qui se lance dans des élections en voulant redonner la liberté à la population. Alors moi je vous parle de liberté, je vous dis, il faut je ne sais pas comment, vous pouvez essayer de vous rapprocher du blog, je ne sais pas comment, voilà la question, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous devons lancer un appel solennel pour retrouver la liberté que nos ancêtres ont payé du prix du sang en 1789, que l'on a cru ou fait semblant de conserver là encore par le sang dans toutes les guerres qui ont suivi, parce qu'on n'en a pas manqué, et aujourd'hui pour arriver à un échec total où nous avons complètement perdu notre liberté et où nous sommes dépossédés par un transfert de capital qui, en plus, n'atteint pas son objectif. Parce qu'on nous dit que ce transfert de capital est nécessaire pour les choses extrêmement claires qui sont ici. Donc on a vu le droit, alors je reprends, parce que c'est très important, le droit à la sécurité, l'insécurité est totale, puisque on nous annonce qu'on est en guerre, donc il y a la loi martiale dans l'ensemble du pays, donc insécurité totale. Le droit au travail, le chômage n'a jamais été aussi important. Le droit au repos, plus personne ne peut vraiment en prendre s'il a envie de payer des impôts qu'on lui donne à payer, parce que ça c'est pas possible. Le droit au niveau de vie suffisant, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, si vous voulez, je suis totalement ruiné par le fisc, donc mon niveau de vie, il est non seulement pas suffisant, mais il est inexistant. Le droit à l'éducation, comme on le sait, l'éducation est catastrophique, les jeunes gens arrivent au bac, ils ne savent plus ni lire ni écrire. Et enfin, le droit à prendre part à la vie culturelle, qui se résume aux émissions de télé-réalité sur l'antenne 2 ou l'antenne 1. Donc, non seulement le pillage a lieu, non seulement le transfert de nos propriétés et le transfert de nos capitaux sont constants, mais en plus, le résultat prétendu n'est pas atteint. Donc, ça veut dire que c'est un échec total contre lequel il faut vraiment se révolter. Donc, je vous le dis solennellement, il faut réagir. Vous devez réagir, vous avez les moyens de réagir et j'espère que vous allez réagir. Voilà, je vous dis au revoir.